Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Robin. Je suis vraiment excité, ravi d'être ici avec vous ce soir. Merci Sherry pour cette belle introduction. Et je suis un préjugé, peut-être les individus qui vivent avec le MII sont tellement intelligents et résilients et toujours vraiment intéressés à faire tout ce qu'ils peuvent faire pour apprendre plus, pour être les meilleurs défenseurs pour eux-mêmes. Donc, je suis vraiment honoré d'être ici ce soir et j'espère que cette information va vous aider. OK. Donc, c'est le contour de ce qu'on va suivre aujourd'hui. On va commencer en regardant les rôles de le régime alimentaire dans le MII. On va ensuite aller sur les particularités des diètes. Donc, on va regarder la diète spécifique à glucides, IBD aide, FOD, sans gluten, pélotique, protocole auto-immune, exclusion du Crohn, diète méditerranéenne, nutrition entérale et suppléments. Ensuite, je vais finir avec les recommandations diététiques actuelles et des questions. Ensuite, à la fin, nous aurons un temps de questions-réponses où j'espère pouvoir répondre aux questions que vous avez déjà soumises, qui semblent incroyables encore une fois, et toutes les questions qui pourraient arriver durant la présentation. Donc, vous savez déjà un peu sur moi. Je travaille comme diététiste depuis 4 ans et demi maintenant et j'ai fait mes études à Ryerson. J'ai terminé mon baccalauréat en sciences et j'ai été diagnostiqué il y a 11 ans avec la maladie de Crohn-Colite et j'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui vivent avec IBD. Et j'espère vraiment que mon allocution aujourd'hui va pouvoir vous aider, que vous vivez avec l'IBD, le MII vous-même ou que vous supportez quelqu'un qui vit avec MII. OK. Donc, lorsqu'on regarde le rôle que joue le régime alimentaire dans les MII, nous aide à comprendre comment on peut influencer la maladie au travers de la diète. Donc, la cause n'est pas claire encore. Par contre, nous savons qu'il y a 3 piliers qui jouent un rôle et que cela inclut la génétique, les microbiomes et les facteurs environnementaux. Donc, en termes de génétique, nous savons que les analyses de différentes régions dans le monde entier ont identifié plus de 200 variations génétiques associées avec le développement de Crohn et colite. En termes des microbiomes intestinaux et les facteurs environnementaux, les différents organismes qui incluent les bactéries, les virus qui vivent dans l'environnement de l'intestin. Donc, souvent, nous voyons que ces microbiomes manquent d'équilibre pour ceux qui vivent avec le MII, mais ceux qui vivent avec le MII sont étudiés après que la maladie s'est manifestée. C'est un peu plus difficile de déterminer si c'est potentiellement la cause de la maladie ou c'est une maladie qui infecte la maladie. Donc, en termes d'environnement, il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites et qui ont identifié des facteurs environnementaux qui sont critiques pour le lancement de MII et aussi qui ont démontré d'autres facteurs de protection. Donc, les risques qui sont associés de fumée et des anti-inflammatoires, de drogues stéroïdes et les facteurs de protection incluent l'anti-inflammatoire, de diète ou d'avoir été nourri au sein. Donc, les facteurs peuvent avoir une grande influence sur les microbiomes intestinaux et les études démontrent qu'une diète de l'Ouest, c'est ce qu'on mange de façon commune ici en Amérique du Nord, qui est plus haut dans les gras et les sucres raffinés et de fibres et ça peut changer le microbiome. Donc, on peut voir comment la diète ensuite est un facteur environnemental et aussi qui a un effet indirect sur le microbiome intestinal. Maintenant, puisque nous sommes dans le processus d'étudier quel rôle le régime alimentaire est une cause ou un remède pour les MII, nous savons que les nourritures rapides et qui sont très populaires dans l'Ouest peuvent contribuer au MII et dans les gens susceptibles génétiquement parlant. Mais à côté de son rôle dans le traitement, nous savons aussi que la diète joue un rôle dans le traitement et dans la santé générale. Donc, encore une fois, c'est les diètes que nous allons regarder aujourd'hui. Si vous étiez pour chercher MII ou diète, information, comment manger avec MII, vous allez voir beaucoup de cela apparaître. Donc, j'espère pouvoir vous donner un survol assez rapide pour chacune de ces diètes aujourd'hui et de passer au travers de la recherche que nous avons présentement pour supporter leur utilisation. Donc, le premier que je vais parler
c'est spécifique en glucides. Et donc, c'est basé sur l'idée que la complexité des glucides, qui sont des longues chaînes de sucre qui ne sont pas bien absorbées, qui augmentent qui peuvent endommager l'intestin. Donc, ceux qui ont des longues chaînes de sucre incluent ceux qui sont sur les aliments non autorisés, les cannes, les fruits et légumes conserves, féculents, lait, yogourt, sirop d'érable, sucre, grains, jus soda, vin doux. Donc, la science qui supporte ça, c'est très peu. On a des petits groupes d'essais qui ont vérifié cette diète et que d'interpréter ces résultats fait que c'est un petit peu plus difficile. Et il n'y a pas eu d'études à long terme encore à date. Comme vous pouvez voir aussi, il y a une longue liste des nourritures non pas permis. Et c'est important à noter parce que les déficiences nutritionnelles peuvent arriver si on exclut les grands groupes de nourriture. Donc, dans cette liste, et en particulier, on veut savoir et s'assurer que le laitier est exclu et ça peut augmenter les déficiences en vitamine D et limiter de verre, des vitamine A, vitamine E, vitamine C et les déficiences. Une autre chose intéressante, c'est qu'une des études ont démontré que 33% des gens qui ont perdu du poids en suivant ce régime. Et donc, c'est important de considérer parce que plusieurs individus avec MII ont déjà de la difficulté à maintenir le poids. Donc, on ne veut pas nécessairement qu'ils puissent suivre une diète stricte qui va causer plus de perte de poids. Lorsqu'on regarde pour les différentes études qui se passent présentement, qui vont regarder les glucides en particulier, bon, le DINE-CD, et ça va être de suivre les diètes à glucides contre la diète méditerranéenne, et lorsqu'on regarde pour réduire les symptômes et l'inflammation dans la maladie du Crohn. Et donc, il y a une autre étude qui continue, le PRODUCE Study, et c'est une étude qui regarde vers l'avant, et qui va comparer l'efficacité d'une diète très spécifique en glucides versus une diète modifiée en glucides pour réduire l'inflammation et les symptômes dans les cas de pédiatrie de cas MI. À présent, nous n'avons pas des grandes preuves pour supporter les diètes spécifiques en glucides, mais c'est un lieu en intérêt et c'est des études qui suivent. Donc, je vais être intéressé de vérifier, de continuer de vérifier ces résultats au fur et à mesure qu'ils sortent. La prochaine diète, c'est en fait une variation de celle des glucides. Ça s'appelle MII AID, anti-inflammatoire. Vraiment, c'est une diète intéressante parce qu'elle ne parle pas seulement de ce que nous avons le droit ou pas le droit, mais ça parle des groupes de nourriture aussi. Donc, le focus est là sur 5 piliers. Et le premier pilier, c'est sur les probiotiques. Donc, ça encourage que nous puissions consommer des nourritures probiotiques, des nourritures comme la yogourt, le kéfir, kimchi, miso et les légumes fermentés. L'autre pilier, c'est les prébiotiques, des nourritures qui vont vous aider à nourrir les probiotiques. Et je vais faire une revue dans quelques diapos. Et donc, ces prébiotiques, des bananes, des lentilles, des pois des cassis, et d'éviter les aliments non autorisés aussi. Donc, ça, c'est lactose, maïs, sucre raffiné, du blé, viande transformée, charcuterie hot dog, et ça inclut la bonne nutrition, ce que nous savons sur la santé en général pour encourager les viandes non grasses. Et dernièrement, si on parle de la texture, parce que la texture, ce n'est pas quelque chose qui est discuté trop souvent en diète, mais essentiellement, on parle de possiblement avoir mélangé des nourritures très souples lorsque les symptômes sont là, lorsqu'il y a une inflammation, et potentiellement d'être capable de tolérer la texture normale de la nourriture au fur et à mesure qu'on progresse vers la rémission. Donc, présentement, cette diète est encore manque d'études. D'autres qualités, l'efficacité, les mécanismes derrière elle sont inconnus. Et pour cette raison, ça fait que la recommandation est vraiment difficile pour les donneurs de soins. On ne connaît pas les effets à long terme et à autant qu'il y a des nourritures sur la liste des non autorisés et nous allons être déficients dans certains éléments. Donc, il y a eu 11 personnes qui ont suivi cette diète pendant 4 semaines. Et donc, les résultats ont démontré que chacune d'elles ont pu arrêter au moins une des médicaments.
qu'ils prenaient, ils sentaient tous qu'ils ont expérimenté une diminution des symptômes. Mais à présent, on n'a pas d'autres données, surtout des données sur les marqueurs inflammatoires ou des modifications. Donc, c'est important de noter que les 11 adultes n'est pas une très grande population de groupe d'études. Donc, définitivement, on espère avoir plus d'études qui seront faites dans cette diète dans le futur pour que ça puisse être recommandé. Maintenant, la prochaine diète que je vais parler, c'est FOD, faibleur FOD. Donc, ça a beaucoup de popularité récemment et dans son utilité pour la MII. Je sais que vous êtes familier, le syndrome irritable du côlon et que ça diffère de MII. Et donc, FODMAP, c'est un acronyme et je m'excuse à l'avant pour l'interprète. Oui, merci, parce que c'est un mot compliqué en anglais, donc ce ne sera pas beaucoup plus facile en français, mais les nourritures fermentées, monosaccharides et quelque chose. Bon, et les FODMAP, pardon, sont glucides à chaîne courte, mal absorbés, des aliments et à réintroduire stratégiquement les aliments après plusieurs semaines. Donc, ça mène la flatulence et la diarrhée. Une métalyse qui est une collection d'études démontre que l'adhérence à la diète FODMAP comparée à ceux qui suivent la diète de l'Ouest résultait dans l'amélioration des symptômes reliés à IBD, IBS, en plus de réduction en symptômes, sévérité et augmenter la qualité de vie. Donc, on sent que les patients MII peuvent être traités avec leurs symptômes en suivant l'approche FODMAP, mais peu est connu concernant comment que cette diète fonctionne pour l'inflammation. C'est aussi vraiment important de noter que la diète régime faible en FODMAP est à court terme, a été utilisée à court terme de 6 à 8 semaines seulement, où on mange seulement des régimes faibles en FODMAP et on évite les nourritures FODMAP. Et après cette période, on est supposé de réintroduire la nourriture basée sur les groupes FODMAP à laquelle ils appartiennent. Et l'espoir, c'est que nous puissions identifier certains groupes regroupant de nourriture qui peuvent amener plus de symptômes par-dessus un autre pour ne pas avoir à suivre cette diète restrictive dans le futur à long terme. Et c'est là qu'on connecte avec la diététicienne, ça va aider parce qu'il pourrait absolument vous aider, donner des conseils sur comment introduire ces nourritures de la bonne façon pour s'assurer que le meilleur regard à identifier certains déclencheurs de FODMAP et si vous êtes intéressé à explorer. La prochaine diète dont je vais vous parler est le sans gluten. Donc, cette diète est connue comme étant le traitement pour le cœliaque, maladie cœliaque, et c'est utilisé dans les individus avec la sensibilité au gluten. Ce n'est pas clair en ce moment comment cette diète va affecter le MII. Ça n'implique pas le low FODMAP. Donc, on est incertain. Est-ce que c'est la consommation de faible en FODMAP ou l'absence de gluten qui peut résulter dans l'amélioration des symptômes dans les gens? Donc, en suivant cette diète sans gluten, vous êtes à risque de déficience en fibres diététiques et le fibre joue un grand rôle dans le côlon. Donc, si on n'a pas besoin de l'éviter, on ne veut pas l'éviter. Une autre chose qui est importante à mentionner, c'est que certaines fibres, en fait, sont connues d'avoir un effet anti-inflammatoire. Et donc, si vous trouvez que vous vous sentez mieux après le sans gluten, vous connectez avec un diététicien peut vous aider en termes d'identifier les fibres riches en fibres qui sont sans gluten, parce que définitivement, il y en a qui existent. OK, la prochaine diète, je vais faire une revue, c'est le paléolithique. Cette diète est basée sur la théorie évolutionniste d'une société de chasseurs-cueilleurs qui sont arrivés il y a 10 000 ans. Ces nourritures incluent les grains, les fruits et légumes. Beaucoup de ces nourritures tombent dans le groupe qui ne sont pas permis. Donc, beaucoup de déficiences. La liste n'est pas trop longue, mais c'est des grands groupes, comme vous pouvez voir. Et donc, c'est quelque chose que définitivement, on va faire attention. À présent, il n'y a pas d'études cliniques sur l'effet péléotique sur la gérance et l'évitement de l'MII. On sait que certains grains et des fibres qui sont exclus dans cette diète peuvent démontrer qu'ils ont démontré des bienfaits thérapeutiques avec les patients avec le MII.
ce n'est pas une diète qu'on recommande présentement lorsqu'on commence à pratiquer ces diètes parce qu'il n'y a pas une bonne recherche pour la supporter encore. La prochaine diète que je voulais discuter, c'est le protocole auto-immunitaire, AIP, et donc en fait, c'est une extension du paleo, et croyez-le ou non, c'est encore plus restrictif. Donc, c'est les mêmes nourritures qui ne sont pas permises, mais ils ont pris quelques-uns qui sont autorisés. Ils ont amené vers les non autorisés les fruits et légumes ombrés, tomates, aubergines, poivrons et les noix et les grains. Donc, une grande déficience. Et on suit ces diètes. Maintenant, on a seulement des petites études qui ont été complétées et il n'y a pas de grandes études et de recherches qui ont été faites à ce point pour supporter son efficacité. OK. Ensuite, nous allons parler de la diète méditerranéenne. Cette diète a été développée basée sur les nourritures traditionnelles des Méditerranéens, Italie et la Grèce. Et malgré que ça s'appelle la diète méditerranéenne, c'est plus un style de vie. Ça encourage qu'on puisse mettre le focus sur certaines nourritures, fruits, légumes, de limiter d'autres nourritures, les viandes rouges, le sucre, proposé à les éviter complètement. Donc, vous pouvez voir la liste non autorisée / limite, parce que c'est pas complètement noir et blanc comme les autres diètes, mais c'est un pattern, une matrice de style de vie. Il y a des études qui sont faites pour savoir les avantages pour de nombreux problèmes de la santé, notamment les améliorations de l'humeur, de la mémoire, de la gestion de la glycémie, de la perte de poids, etc. C'est approprié pour des patients en rémission. Et nous savons aussi que la diète méditerranéenne varie de celle de l'Ouest et que c'est vraiment haut dans les oméga 3 et que nous savons qu'ils sont anti-inflammatoires et c'est haut en fibres. Donc, ça permet une grande variété de nourritures qui peuvent être consommées. Et nous trouvons que l'adhérence à cette diète a diminué l'inflammation. Donc, une autre belle chose de cette diète méditerranéenne, encore une fois, c'est le fait que ce n'est pas noir et blanc. Ça permet certaines flexibilités. Et c'est vraiment important lorsque nous sommes en train de vérifier la diète de quelqu'un. Nous savons que le plus de flexibilité, ça veut dire que la diète va plus être réaliste à long terme et donc plus durable. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours vérifier lorsque vous faites la recherche de ces diètes en ligne. La prochaine diète, c'est l'exclusion de la maladie de Crohn. Et je suis vraiment excité par celle-ci parce que c'est vraiment un beau domaine de recherche. Et donc, cette diète met le focus sur exclure les éléments particuliers de la diète de l'Ouest qui sont associés avec l'inflammation. Et donc, la diète est séparée en deux phases. La première, c'est l'induction et la deuxième, c'est la maintenance. Et ça l'entretien. Et combine les éléments entiers avec une nutrition entérale partielle, nutrition liquide. Et ça permet pour beaucoup plus de flexibilité à des petites collations et de développer des nourritures qui ne sont pas permis normalement. C'était un défi parce qu'il y a de plus en plus de variétés qui est permis dépendant de quel genre de diète que vous préférez. Donc, ça commence un peu plus strict et au fur et à mesure qu'on arrive à la phase d'entretien, de maintenance et ça fait plus longtemps, ça permet pour plus de nourriture. Donc, il y a une grande qualité d'essai qui a été fait. 72 enfants qui ont le MII et ont comparé les enfants suivant l'exclusion aux enfants qui suivaient une diète entérale stricte dans la nutrition. Et donc, ce qu'ils sont trouvés, c'est que les deux diètes étaient vraiment efficaces pour amener la rémission dans la semaine 6. Ils ont trouvé que cette diète était tolérée mieux, qui a un grand bon sens parce que ce n'est pas juste les liquides, il y a des nourritures complètes aussi. Donc, cette diète a amené plus de rémissions plus longues. Elle a permis des changements dans le microbiome fécal. Ils n'étaient pas seulement en train de regarder les rapports rapportés eux-mêmes, mais ils ont utilisé le microbiome et ils ont vu des changements avec cette diète. Donc, aujourd'hui, à date, avec les diètes proposées pour les maladies de Crohn, celle-ci a des avantages, incluant que ce n'est pas aussi restrictif en termes d'éléments essentiels, dans moins de risques de déficience. Aussi parce qu'il y a des nourritures incorporées qui sont bons à savoir. C'est un petit peu de diète compliquée même de le lire. Moi-même, j'ai trouvé que, encore une fois, parce que ça change semaine en semaine, ça serait quelque chose encore, si vous êtes intéressé à apprendre plus sur le sujet. Je vous encourage
d'aller à le site web Contre Colite Canada. Vous avez un webinaire magnifique et on espère vous connecter avec un diététicien qui va vous aider à marcher au travers de cette diète. Soit connaissant que les études que nous avons présentement, elles sont en population pédiatrique à ce moment-ci. OK, maintenant, la prochaine diète dont je vais faire la revue, c'est entéral comme traitement des MII. Et donc, nutrition entéral, c'est d'avoir des liquides seulement pris par la bouche, par un tube qui rentre dans le nez ou dans l'intestin. Et donc, c'est une ligne maîtresse. Directive européenne recommande un EN comme choix de première intention pour la pédiatrie et les adultes qui ne tolèrent pas les corticostéroïdes pour induire une rémission chez les patients atteints de MC. Ça guérit induit la guérison de la muqueuse, améliore la nutrition. Donc, cette nutrition entérale, cette diète est suivie pour à peu près 6 à 12 semaines. Le plus grand défi à date, évidemment, c'est la durabilité à long terme qui peut être un défi pour de boire des liquides constamment, de ne pas avoir accès à des nourritures complètes. Et je crois que l'exclusion de Crohn colite, c'est plus excitant parce que possiblement qu'on peut trouver une version modifiée de cette nutrition entérale qui, de façon potentielle, va aider les gens à le suivre plus longtemps et se sentir un peu plus satisfaits. Donc, comme vous pouvez voir, les diètes dont nous avons fait la revue ont plus de preuves par-dessus les autres, mais en général, on a besoin de plus d'études complètes et de haute qualité pour arriver dans un changement dans nos lignes maîtresses guides alimentaires. Donc, beaucoup des études que nous avons faites sont de pauvre qualité. Et ce que je veux dire par cela, c'est que soit que c'est des petits groupes de personnes ou des clients qui sont étudiés, il y a des petites sélections biaisées, avec ceux qui ont des maladies un peu moins sérieuses, des variations dans les résultats, des symptômes peuvent améliorer dans certains cas, mais possiblement qu'ils n'ont pas regardé le microbiome ou les inflammations. Et quelques études pour mélanger Crohn colite et les MII. Ils sont des maladies avec des similarités, bien sûr, mais il y a aussi des différences. Et donc, des fois, lorsque l'étude peut mettre le focus sur une population à la fois, ils peuvent produire des résultats plus intéressants. En plus, c'est vraiment important de comprendre que l'étude de la nourriture, c'est vraiment un défi. Et parce qu'il y a tellement de composantes dans la nourriture. Donc, par exemple, vous avez les nutriments dans la nourriture qui peuvent être les protéines, les glucides, les gras, les minéraux, les vitamines, potentiellement les pesticides, les préservatifs, les additifs. Et donc, des fois, c'est vraiment pour la recherche, pour identifier quelle était la nourriture, qu'est-ce qui a causé les symptômes ou, encore une fois, de façon potentielle, qui a amené une diminution des symptômes. Donc, pour cette raison, les professionnels de diète vont avoir des difficultés à faire la promotion d'une certaine façon de manger parce qu'ils ont besoin d'informations. Et maintenant, où nous sommes présentement, c'est qu'il manque des informations. On est dans le processus d'avoir des études très intéressantes qui sont faites, mais on n'a pas un changement dans nos lignes maîtresses en autour des diètes présentement, autrement que de la nutrition entérale pour la pédiatrie présentement. Donc, il n'y a pas de diète spéciale pour ceux qui ont les maladies de Crohn. On encourage que vous puissiez travailler avec votre spécialiste pour vous aider avec vos buts de diète. Vous êtes en contrôle de votre propre santé. Donc, s'il y a une façon de manger à laquelle vous êtes intéressé, définitivement, amenez ça à leur attention et demandez des informations, des conseils, des supports pour être guidé, pour être sûr que votre diète est bien équilibrée et adéquate et tous les nutriments que vous avez besoin. Et dernièrement, j'aime toujours rappeler aux gens que les nourritures que nous mangeons sont influencées par plusieurs facteurs. Ce n'est pas simplement une question de volonté, revenu, culture, environnement, appétit, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'on a d'autres comorbidités, des conditions. Donc, de suivre une diète en particulier, surtout noir ou blanc, peut vraiment être un défi. Et donc, je vous encourage de ne pas toujours vous sentir accusé lorsque vous avez une maladie. Souvent, des fois, les maladies, les informations que vous allez lire en ligne fait que vont vous dire que c'est la façon que vous mangez, que vous vous sentez de telle façon et telle façon. Ce n'est pas aussi noir et blanc que cela.
Donc, brièvement, je voudrais trouver sur les suppléments. Suppléments sont encouragés pour les patients de MII. S'il y a une déficience, ils sont à risque de développer des déficiences dues au fait de mauvais appétit, des symptômes sévères, des répétitions surgicales ou une diète en particulier qui suivent ou un certain groupe de nourriture exclu. Et donc, à côté de corriger, d'empêcher les déficiences, il n'y a pas de recommandation présentement pour prendre des suppléments pour aider pour le traitement de MII. Encore une fois, si un spécialiste, un diététicien vous a encouragé à prendre un supplément parce que vos niveaux sont bas ou que vous êtes à risque d'avoir des niveaux bas, absolument, ils vont vous aider. Mais si vos niveaux sont normaux, on n'a pas d'informations maintenant pour dire que de prendre un certain montant de vitamines serait bénéfique dans votre traitement. Je voulais quand même faire la revue de ceux qui sont populaires parce que je crois qu'il y aura des études qui seront faites. C'est quelque chose qu'on devrait garder et porter attention au fur et à mesure que l'étude continue à être faite. Donc, le premier, c'est le curcumine. C'est jaune, un produit chimique dérivé de le turmeric et il y a des propriétés anti-inflammatoires. Pour cette raison, c'est définitivement un supplément d'intérêt. Et donc, il y a des études qui ont été faites qui démontrent que ça peut aider à prolonger la rémission pour ceux qui ont les colites, mais ils ne peuvent pas faire de citations basées sur ces études. Donc, il encourage plus d'études, mais définitivement quelque chose à garder en tête. Donc, le prochain supplément, c'est l'oméga 3, bien sûr. Donc, oméga 3, c'est un anti-inflammatoire, une graisse polyinsaturée. En mangeant du poisson, oméga 3, fortifier des œufs, des flax, des noix. Si vous ne mangez pas ces nourritures, donc un supplément peut vous aider à rencontrer ces besoins supplémentaires dans la population. Mais il n'y a pas de données présentement pour supporter que les suppléments d'oméga 3 au-delà des recommandations. Vitamine D soluble, les avantages actuels d'un supplément de vitamine D ne sont pas clairs. La vitamine est hypsosoluble. Bon, parce qu'on n'a pas autant d'heures au soleil, mais c'est quelque chose qui peut être mis à l'épreuve dans le sang. Si vous avez contre colite, souvent vous allez avoir ce test gratuitement, c'est couvert, où d'autres individus doivent en fait payer pour cette étude. Donc, si vos niveaux sont bas, si vous évitez certaines nourritures, donc absolument, vous allez bénéficier des suppléments vitamine D, mais il n'y a pas de ligne maîtresse pour supplémenter avec des grandes doses de vitamine D lorsque vous êtes dans la normale. Deux autres suppléments que je voulais toucher, c'est les prébiotiques et les prébiotiques. Et je sais qu'on en parle souvent avec les clients avec qui je travaille. Donc, des prébiotiques sont des fibres qui aident à nourrir les bactéries intestinales. Donc, en mangeant des nourritures prébiotiques, on peut aider à améliorer les systèmes gastro-intestinaux. Mais ce n'est pas recommandé comme le seul traitement de la colite ulcéreuse, comme les bananes, les légumes, les lentilles, les grains, de l'ail. Et on a besoin de plus d'études pour déterminer l'effet d'avoir des prébiotiques en forme de suppléments. Donc, les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui se trouvent dans les intestins. Il est estimé qu'il y a environ 100 trillions, qui est vraiment fascinant. Et ça parle de la complexité de ce microbiome. Donc, il y a beaucoup de nourritures probiotiques qui peuvent être inclus, le yogourt, kéfir. Mais maintenant, on a besoin de plus d'études qui soient faites pour déterminer l'efficacité des probiotiques et des suppléments probiotiques. Si vous prenez un probiotique, je vous encourage toujours de faire la revue avec le diététicien ou le médecin, le spécialiste. Si vous pouvez, différentes gammes de probiotiques, si vous dépensez de l'argent sur ça, on peut s'assurer que vous choisissez la bonne gamme qui est pour le côlon, et il peut y en avoir d'autres qui ne fonctionnera pas dans le côté urinaire. Donc, on veut s'assurer que vous choisissez la bonne gamme et que vous puissiez être guidé sur une marque en particulier. Ou ce que c'est maintenant, c'est qu'on ne sent pas qu'il y a une autre chance que ça soit dangereux, mais on n'est pas incertain de quel niveau d'aide qu'ils peuvent apporter. Donc, on espère que plus d'études seront faites aussi dans le futur. Dans le Crohn colite et Crohn colite Canada a beaucoup de
bonne recherche de webinaires, des vidéos sur les probiotiques et les prébiotiques dans la section diète aussi. Donc, à présent, où sommes-nous? Il n'y a pas de régime particulier pour toutes les MII et les colites. On a besoin de ce que ces études soient faites. Et en fait, dans les taux d'intérêt, la diète méditerranéenne, exclusion cône et les glucides particuliers qui semblent être les plus populaires et où les fonds pour la recherche vont vers ces études. Quand c'est possible, on encourage que vous puissiez suivre des fibres équilibrées, riches en fibres. On ne sait pas si c'est la maladie. On sait que c'est un bienfait pour la santé équilibrée et peut-être d'identifier certains déclencheurs, différentes variétés. On encourage tout le temps que les gens puissent augmenter la variété de nourriture parce qu'il y a une plus grande chance que vous allez avoir une gamme différente de nutriments et de vitamines nécessaires. Il y a des états qui vont avoir besoin de différents états pathologiques et qui peuvent nécessiter une alimentation modifiée. Peut-être les suivre plus longtemps, moins longtemps, différentes maladies qui exigent des structures, rétrécissement de l'intestin, si vous avez ostomie, ALIS et pré ou post-chirurgie. Donc, des points à définitivement prendre en considération. J'ai mentionné un régime équilibré souvent, donc je voulais brièvement faire la revue des composantes d'un régime équilibré. Et donc, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a beaucoup d'autres nourritures qui peuvent définitivement vous aider à avoir une diète équilibrée. Mais essentiellement, c'est ce qu'on prend du guide canadien de régime méditerranéen et les protéines. Il nous encourage des choses comme le poulet, dinde sans peau, poulet, porc maigre, œufs, poissons, légumineuses, tofu, yogourt, noix, grains, amidon, avoine, pain de grain entier, pâtes multigrains, céréales anciennes, pommes de terre, courges, maïs, céréales riches en fibres, fruits et légumes, tous limiter la consommation de jus, graisse saineuse, avocat, noix, graines, poissons, huile végétale ou mousse. Donc, si vous suivez ces genres de diète, parce que quelqu'un vous a dit de le suivre, donc le jus a un rôle à donner des nutriments sans les fibres, mais des graisseuses saines. Donc, ça, c'est vraiment un survol de la nourriture méditerranéenne et ce qui est recommandé par le guide canadien présentement comme une diète générale et bien équilibrée. Si vous êtes en rémission, que vous n'avez pas beaucoup de symptômes, donc c'est de cette façon qu'on va vous encourager à manger autant que possible. Donc, en termes de les autres rôles de diète, de régime, on va regarder les gestions des symptômes. Donc, si vous avez des symptômes, nausées, diarrhée, ballonnement, gaz qui vont devenir plus apparents durant les inflammations, il y a des choses, des diètes à court terme qu'on peut suivre pour bien gérer ces symptômes. Et encore une fois, de maintenir la santé globale. Donc, encore une fois, travailler avec la diététicienne pour optimiser l'apport en nutriments, répondre aux besoins en vitamines et minéraux. On veut s'assurer que la gestion de la perte de liquide et électrolytes, en particulier avec des sorties de stomie élevées, prévenir la perte de poids et la malnutrition, promouvoir la récupération, en particulier après la chirurgie, protéger la masse osseuse, un problème avec les corticosteroïdes. Donc, pour aider avec les symptômes généraux, les diètes temporaires qui faibles en fibres, en résidus, faibles en gras, éviter les aliments produisant des gaz ou sans lactose peuvent être utilisés. Encore une fois, ils sont là pour être à court terme. On encourage que vous puissiez retourner à une grande variété de diètes que possible lorsque vous vous sentez bien. Donc, pauvre en fibres et faible en résidus, généralement recommandé pour les personnes présentant un rétrécissement sténéose, celle avec un stomie ou après une chirurgie intestinale. Ce n'est pas recommandé pour d'autres maladies à présent. Donc, dans le passé, il y avait beaucoup de recommandations pour faire pauvre en fibres lorsqu'on a beaucoup de diarrhée ou beaucoup de sel molle et c'est moins commun. Et
comme avis présentement. Et donc, ça peut absolument fonctionner pour les gens, pour encore modifier, être conscient des fibres qu'ils consomment, mais pas obligé de les limiter autant comme recommandé auparavant. Donc, les fibres font partie des aliments végétaux que le corps ne peut pas digérer, trouvés dans les aliments tels que le fruit, les légumes, les grains entiers, les noix, les grains et les légumineuses. Les résidus, les grosses particules, volumes dans les selles, tous les aliments apportent du résidu, mais il y en a qui contribuent plus. Donc, lorsqu'on compare les régimes faibles en faibles en résidus, ceux qui sont faibles en résidus, il peut y avoir des nourritures qui ne sont pas trop hauts en fibres, qui peuvent contribuer à beaucoup de résidus. Un exemple pourrait être quelque chose comme le blé d'Inde. Il n'y a pas autant de fibres que vous pensez, donner le fait que c'est pas digéré ou digéré, mal digéré. Et donc, encore une fois, c'est là pour être conçu pour être un régime à court terme. Les individus peuvent être en mesure de modifier ce qu'ils consomment au lieu d'éviter tout ensemble sans avoir l'enlever complètement. Et donc, le prochain régime faible en gras que je veux faire revue, limiter les gras, les aliments riches en gras, y compris les aliments gras, peuvent augmenter la diarrhée. Donc, ça, c'est une nourriture que, de toute façon, dans une santé générale, serait recommandé à diminuer. Par contre, on ne veut pas suivre une diète trop faible en gras si on n'est pas obligé à long terme, parce qu'il y a un règlement pour les gras sains, surtout pour les oméga 3 insaturés, importants pour la santé globale. Donc, les gras insaturés, poissons, les noix, les graines, les huiles, on ne va pas les éliminer si on n'est pas obligé. Et possiblement, on peut mettre le focus sur des plus petites portions. J'ai beaucoup de questions en entour des aliments producteurs de gaz. Donc, si vous êtes quelqu'un qui expérimente beaucoup de gaz ou de ballonnement, vous pouvez bénéficier d'une diminution de votre consommation d'aliments produisant des gaz. Donc, quelques-uns de ces aliments producteurs de gaz comprennent le brocoli, le chou-fleur, les choux, le chou de Bruxelles, les légumineuses, les légumes. Donc, il y a d'autres légumes qui ne produisent moins de gaz, qui comprennent les carottes, haricots verts, les tomates, les laitues et les courges. Et aussi, nous savons qu'en limitant votre consommation de boissons gazeuses peut aider à réduire le ballonnement. Aussi, faites attention au chewing-gum et à l'utilisation de paille ou ceux qui introduisent plus d'air dans votre système. Tous ces comportements peuvent introduire plus d'air dans notre système. Et des fois, c'est un petit peu de faire attention à ces choses et possiblement nous aider avec les gaz et le ballonnement. Et le dernier régime, c'est sans lactose. Donc, le lactose, c'est un sucre dans le lait qui nécessite une enzyme spéciale pour le décomposer, lactase. Donc, il y a des gens qui sont intolérants au lactose en tout temps, qui sont en rémission ou dans une inflammation, peu importe, ils trouvent de manger des produits sans lactose ou sans produits laitiers. Donc, d'autres personnes peuvent avoir besoin de limiter la lactose tout le temps, tandis que d'autres n'ont pas besoin de limiter leur consommation de lactose que pendant une poussée. Il existe de nombreux aliments sans lactose qui ont les mêmes nutriments que la version régulière de l'aliment. La chose facile à faire, c'est de choisir des produits sans lactose. Cette diète est relativement facile à suivre et relativement sécuritaire parce qu'il y a une grande variété de nourriture sans lactose. Et aussi, il donne les mêmes nutritions que les versions régulières de ce produit. Donc, on pourrait dire que généralement, c'est sécuritaire à faire pendant une longue période de temps et d'essayer si vous ne l'avez pas essayé encore. Si vous voulez plus de direction, parlez à votre spécialiste ou une diététicienne qui peuvent toujours vous aider avec cela. OK. Maintenant, je crois que c'est la fin de ma diapo ici. J'ai quelques références ici. Si vous vous demandez sur ces recherches et ces articles, je vous encourage d'aller voir mes références et de regarder. Et je crois maintenant qu'on va rentrer dans le temps de questions-réponses.
Bon, moi, j'ai enlevé la sourdine. Merci, Robin, fantastique. Donc, vraiment des bonnes informations. Je vais avancer la diapo, si ça c'est correct, et introduire ma collègue Laura Malone, coordonnateur de l'engagement communautaire de Chronicolite Canada. Bonsoir. Et nous avons plusieurs questions pour vous. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer immédiatement. So our first question. Donc, la première question que je peux voir sur l'écran. Existe-t-il un type de régime spécifique qui peut être utilisé en remplacement des thérapies conventionnelles telles que les immunosuppresseurs, les stéroïdes ou les médicaments biologiques ou biosimilaires? C'est une très bonne question. Donc, à ce moment ici, dans le temps, la seule diète qui peut être utilisée comme remplacement de ces thérapies serait entérale dans la population pédiatrique. Et ça, ce serait la ligne maîtresse que nous avons présentement, de façon potentielle de regarder la maladie chronicolite. Et si vous êtes un adulte que vous ne tombez pas dans la population pédiatrie, possiblement avoir une conversation avec vos spécialistes. Mais ça, c'est la diète maintenant que nous savons peut remplacer les médicaments. La prochaine question. Existe-t-il des régimes spécifiques qui peuvent être utilisés pour prévenir les poussées de MII? Une autre très bonne question. Encore définitivement en train de faire la recherche pour celle-là. Mais ce que je dirais, sachant ce qu'on sait sur la diète de l'Ouest présentement, qui est un déclencheur pour les gens susceptibles, génétiquement parlant, ont une diète opposée à celle de méditerranéenne qui serait une diète bien équilibrée, dont j'ai fait la revue, ou la diète méditerranéenne pour que inclut du fibre, des protéines maigres en gras et des gras non saturés. Ce serait la meilleure diète à suivre, surtout si vous êtes en rémission et que vous pouvez tolérer plusieurs nourritures. C'est de cette façon qu'on peut vous encourager à manger. OK. Existe-t-il des types spécifiques de régimes ou d'aliments recommandés pour les personnes souffrant d'anémie faible teneur en fer? Oui, une autre très bonne question. Ça peut être commun dans les maladies chronicolite, dépendant si on est des manque de nutriments, de activités ou insuffisance de. Ce que j'encourage, c'est qu'inclure une nourriture haut en fer. Il y a deux types de fer, heme iron qui est base animale, donc les viandes, les poissons, les œufs, et ensuite les non-heme qui est basé sur les plantes. Et ça inclut des choses comme des bines, les lentilles, les grains fortifiés, donc les céréales, les pâtes peuvent avoir du fer ajouté aussi, et le tofu. Donc, ce fer n'est pas observé de la même façon, mais mettre la source de plante avec la vitamine C, les fruits acides, les poivrons, et ça peut aider l'absorption un peu. Et donc, en augmentant, gardant le focus sur une diète haut en fer peut vous aider à consommer d'autres aliments aussi vont vous aider. Et une autre chose avec le fer, c'est qu'on veut s'assurer qu'on veut le séparer du calcium un peu, et si possible, le calcium et le fer interagissent un contre l'autre pour l'absorption. C'est quelque chose aussi que j'encourage. Si vous avez, on peut éviter de boire du lait si on mange de la viande seulement quelques heures après. Et pas en même temps. Merci, Robin. La prochaine. Existe-t-il des diètes qui favorisent la croissance de cheveux? Lorsqu'on regarde dans nos protéines, nos calories, ce serait la chose la plus importante à regarder pour s'assurer qu'on n'est pas en train de perdre du poids de façon intentionnelle, parce que c'est ce qui peut arriver dans la perte de cheveux. Donc, à côté de vous assurer que nos calories, nos protéines sont bien, on peut garder notre peau, on va regarder certaines vitamines. Et donc, dans ce cas, on va regarder les vitamines B, le zinc et le fer.
Et donc, ces vitamines peuvent être vérifiées par les médecins dans le sang et d'autres sont plus difficiles à vérifier. Mais encore une fois, ça pourrait être si vous pouvez connecter avec une diététicienne et qui peuvent faire un rappel de la nourriture, ils peuvent identifier certains domaines dans votre diète où vous pouvez être bas pour certains nutriments et donner des conseils basés sur ça. Comment réintroduire des légumes verts et d'autres légumes verts dans votre alimentation après une poussée inflammatoire? J'encourage toujours que nous puissions commencer doucement avec les fibres. Et c'est quelque chose qui est recommandé. Quelques jours, si on s'est assis sans prendre de fibres et qu'on a un grand bol de pois chiches, disons, de salade, on va avoir certains symptômes. Donc, en commençant avec des petites portions, c'est toujours une bonne idée pour assurer que vous buvez assez de liquide avec les fibres parce que les fibres et le fluide fonctionnent ensemble dans le corps. Et l'autre chose que je pourrais suggérer de façon potentielle, dépendant de la texture de la fibre, faire certains verres dans une soupe, vous pouvez rajouter d'autres dans un smoothie pour voir si ça va vous aider. La tolérance, et une fois que vous l'avez incorporé, que vous vous sentez mieux, encore une fois, c'est quelque chose où vous pouvez modifier la texture de moins en moins dans le temps. Donc, il y a deux types de fibres, les solubles et les insolubles. Et donc, de choisir certains fibres plus doux, j'encourage au tout début de penser aux bananes versus des noix ou des grains. Bon, bonne information, merci. Donc, y a-t-il des livres de cuisine particuliers pour les personnes atteintes de MI que vous recommandez? C'est une très bonne question. Il y a 2 livres que j'ai écrits, que j'ai pris en note et j'ai vu cette question avant. Donc, la première s'appelle Colite Diète, Hilary Steinhardt et Julie Sipo. Et ils ont fait une deuxième version en 2014. C'est encore un peu vieux, mais c'est la deuxième version. La première est sortie voilà un bon moment maintenant. Il y a un autre livre qui s'appelle Recettes sur maladie de Crohn, diète sans recette et 2 semaines de plan de repas pour soulager les symptômes bronchés. Et ce que je recommande, si vous recherchez pour des livres de cuisine, du mieux que vous pouvez, regarder les auteurs. On veut s'assurer d'encourager quelque chose qui est écrit par un gastro-entérologiste ou une diététicienne ou les deux. Et je ferai attention en l'entour de certains livres qui font des citations très exagérées de manger d'une certaine façon. Encore une fois, nous savons que la diète, c'est vraiment important, mais présentement, il y a des limites. Et si vous pouvez regarder les auteurs pour vous assurer qu'ils sont vos spécialistes, ce seraient les meilleurs domaines à mettre votre focus. OK. Les personnes atteintes de MII peuvent-ils consommer de l'alcool avec modération sans risquer de pousser une maladie du Crohn ou de colite? Oui, c'est une question populaire aussi que j'entends souvent des clients. Et l'alcool est considéré un déclencheur pour ceux qui ont le MII. Nous savons que l'alcool est un irritant aussi pour l'intestin. Donc, on veut s'assurer de faire attention. Et cela étant dit, chaque personne peut avoir leur propre déclencheur, mais ce que je dirais, comme pour toute autre sorte de nourriture, de nutriments qu'on se met dans le corps, de commencer tranquillement avec des petites portions serait ce que j'avise, mais j'encourage que les gens aussi peuvent regarder s'ils mélangent leurs alcools avec d'autres choses, de mélanger, disons, avec la liqueur ou ça pourrait provoquer des symptômes. Encore, ça peut être le sucre qui peuvent rajouter des symptômes. Et possiblement, si vous avez une boisson qui vous êtes un peu plus relax, qui veut manger une certaine nourriture, des fois, certaines nourritures qui vont accompagner de l'alcool peuvent être des déclencheurs eux-mêmes. Donc, assurez-vous de regarder la situation et de voir que chaque personne devrait commencer avec des petites portions, commencer avec ou sans la nourriture pour voir si ça fait la différence dans vos symptômes.
Merci, Robin. Ensuite, un régime sans produits laitiers ou des aliments sans lactose peuvent-ils réduire les symptômes des MI ou des poussées de maladie? Donc, les diètes faibles en lactose peuvent réduire les symptômes que vous pouvez expérimenter dans une poussée. Vous avez le gonflement, les flatulences, les selles molles. Souvent, cette diète peut aider, dépendant sur vous-même. C'est quelque chose encore relativement facile et à très bas niveau de risque. Sans produits laitiers, on n'a pas autant de recherches autour de cela. Si on fait éviter les laitiers pour éviter les lactoses, ça peut être différent, mais autrement, les protéines dans les laitiers ne devraient pas être un déclencheur, à moins que vous avez une sensibilité individuelle aux protéines dans les produits laitiers. Donc, je dirais que c'est plus le lactose ou le sucre dans le lait qu'on veut éviter. OK. Donc, l'utilisation d'aliments non pasteurisés comme la choucroute ou le kimchi aide-t-elle à favoriser la santé intestinale? C'est vraiment une très bonne question et je suis heureuse que tu l'as apportée. Oui, je parle de l'importance des probiotiques. Donc, le choucroute, le kimchi, le miso, yogourt, kéfir seraient les plus populaires dans les nourritures probiotiques. Mais dans cette question, c'est les non pasteurisés. Donc, certains produits probiotiques, yogourt et les kéfirs sont pasteurisés comme produit. Et ce qu'ils font, c'est qu'une fois que le produit a été pasteurisé, ils vont rajouter les probiotiques ou ces bactéries vivantes qui ont des effets bénéfiques, qui veut dire qu'il y a un plus bas risque de prendre un pathogène qui n'est pas bon pour nous. Et aussi, nous savons qu'ils savent exactement quel type exactement de probiotiques ont été rajoutés et combien a été rajouté. Il y a quelque chose que vous allez voir publié sur le yogourt ou le kéfir. Maintenant, lorsqu'on regarde ces nourritures, le kimchi ou le choucroute, si vous êtes quelqu'un qui, de façon potentielle, sont sous des immunosuppresseurs, en fait, je demanderais aux spécialistes, premièrement, avant de prendre ces produits non pasteurisés, parce qu'il y a toujours un risque augmenté de maladie, de certains pathogènes qui vont, de façon potentielle, être présents dans ces nourritures. S'ils vous disent que c'est correct de prendre ces nourritures non pasteurisées, ce qu'on recherche, en fait, c'est de boire quand on les achète d'une compagnie réputable et qu'on a suivi les règlements de storage. Si on les laisse à l'extérieur, la nuit qu'on a oublié, on les mettra de côté pour la santé. Merci. Quel est le meilleur type de fibre pour les selles en vrac? Bon, ça dépend ce que vous voulez dire par selle en vrac. Certaines personnes disent qu'on peut avoir une selle plus formée ou de créer une plus grande selle qui bouge rapidement. Et on va parler des deux scénarios. Donc, les selles en vrac ou de créer une plus grosse selle qui bouge au travers du système plus rapidement. En fait, on regarde les fibres insolubles se retrouvent dans les nourritures comme le brie, les grains, les noix, le chou-fleur, les légumes plus croustillants, si on veut. Et ensuite, il y en a le soluble. Les fibres solubles fonctionnent différemment, ce qui se mélange avec de l'eau pour créer plus comme un gel. Et ce que ça fait que ça crée plus de forme dans la selle. Donc, si on a des selles qui sont pas fermes, inclure plus de solubles, de fibres solubles pour se sentir plein un peu plus et c'est plus propre et qui amène l'équilibre dans les niveaux de sucre. Et ce type de fibres se trouve dans les fibres plus doux, les bines, les psyllium, le flax. Et le psyllium, c'est méthymucil, donc ça serait la marque. Donc ça, c'est plus le soluble qui crée plus une selle qui est formée, qui bouge moins rapidement. Donc j'espère que ça répond à la question.
OK, maintenant, les personnes atteintes de MII devraient-elles utiliser les enzymes digestives? Je ne crois pas qu'il y a des lignes maîtresses pour supporter l'utilisation des enzymes digestifs, ou du moins les enzymes digestifs au large. Lorsqu'on regarde ces enzymes, ils sont produits par le pancréas, et donc, à moins d'avoir un problème qui a un impact sur le pancréas, on devrait avoir des bons niveaux d'enzymes à bord. Et sinon, c'est quelque chose que le docteur devrait pouvoir vérifier dans le sang, et si c'est le cas, il y a certains enzymes digestifs qui peuvent être prescrits plutôt que ceux qu'on achète communément. Donc, il y a des enzymes particuliers, lactate, que les gens utilisent pour les produits lactose, on lactate. Et donc, définitivement, ça peut aider si on va avoir de la crème glacée ou vous avez de la pizza qui a beaucoup de fromage. Possiblement de prendre un lactate comme pilule et de diminuer les symptômes pour l'intolérance de lactose. Il y a un autre enzyme que je vois les gens utiliser, c'est BINO. Et donc, ça, c'est alpha-galactus. Et ça l'aide à briser ce glucide qui est dans certaines bines et lentilles et pois chiches. Et comme tous les suppléments, j'encourage toujours de vérifier ça avec les médecins, les spécialistes ou le pharmacien pour s'assurer qu'ils approuvent l'utilisation basée sur connaissant ton historique médical et pour pas qu'il y ait d'interaction avec d'autres produits médicaments. OK? OK, bonne question. Est-il sécuritaire d'être un végétarien ou végétalien si vous vivez avec la maladie du Crohn ou colite? Oui, ça, c'est une bonne question aussi. Absolument, on peut être un végétarien, on dirait, avec un peu de planification, de vous informer, avec de l'information sur s'assurer quels nutriments on a besoin, de faire attention, le fer, par exemple, de savoir que les sources végétales sont absorbées moins bien que les sources de fer animal. Et on veut vérifier ça. Ce qui est bon sur le végétarien, c'est encore une fois, c'est en ligne avec la diète méditerranéenne ou le guide canadien de bien-être santé, un peu plus strict, mais les mêmes principes. Lorsqu'on regarde le végétalien, c'est un peu plus strict. Donc, on pourrait dire que définitivement, on peut être en santé en suivant le végétalien, mais probablement, vous avez besoin de faire beaucoup de recherche, beaucoup de planification, de travailler encore avec un diététicien pour s'assurer qu'on a tous les nutriments bien couverts. Et c'est très probable que vous allez manger 4 ou 5 produits et des fois des suppléments aussi pour rencontrer les besoins que vous ne pourriez pas trouver dans la nourriture que vous mangez. Une chose que je recommande que les gens soient conscients, c'est qu'on recherche toujours à garder autant de variétés que possible. Lorsqu'on commence à exclure des nourritures, notre risque pour la déficience augmente et on apporte plus de nourriture que de suppléments. Donc, on encourage que vous puissiez inclure autant de nourriture que possible dans votre diète. Par contre, les gens ont leurs propres préférences et si vous êtes intéressé à être un végétarien ou végétalien, vous branchez avec quelqu'un pour s'assurer qu'on peut optimiser la rentrée de nutriments. OK, la prochaine question. Y a-t-il eu des recherches sur les avantages thérapeutiques de suivre un régime végétalien ou végétarien dans la gestion de l'inflammation liée à la maladie du Crohn ou colite? Bon, une très bonne question aussi. Je crois que dans ces articles de recherche, on regardait semi-végétalien ou végétarien, mais un peu moins strict, donc un petit peu plus de cette approche basée sur les plantes, le focus sur les nourritures basées sur les plantes et occasionnellement les nourritures animales, mais les résultats, encore une fois, n'étaient pas assez de qualité d'études pour faire une citation sur ça. Mais sachant le fait que le semi-végétal peut être semblable au méditerranéen, ben, pour une santé générale, définitivement quelque chose que j'ai hâte de voir plus de recherches dans le futur. Avez-vous des conseils pour identifier les aliments déclencheurs?
Ça, c'est difficile encore. Ça fait 11 ans que j'ai le Crohn et je fais ça encore. Et je crois que j'ai découvert, mais des fois, je dis, ah, j'ai rien compris encore. Donc, je crois que ça peut changer. Mais ce que je dis, c'est que de garder un journal des symptômes est très utile. Si vous avez une inflammation, vous pouvez regarder l'arrière et dire, OK, qu'est-ce que j'ai mangé qui était un petit peu différent? Qu'est-ce qui était quelque chose que vous amenez à votre diététicienne ou gastroentologue ou l'équipe que vous rencontrez parce qu'eux aussi peuvent amener des nouvelles perspectives à cela. On est Canada, MyGut application, c'est un bel outil que vous pouvez utiliser pour tracer les symptômes et un peu plus facile à utiliser que d'avoir un papier crayon. Autrement que cela, encore une fois, de regarder contre le lait et la nutrition, ils vont lister beaucoup des déclencheurs communs que MII rapporte, mais ça vous donne un focus à voir pour avoir un point de départ. Encore une fois, chaque est individualisé. Vous pouvez voir des choses qui vont apporter, déclencher chez certaines personnes et ensuite voir comment ça avance et ça progresse. Vous pouvez vous brancher avec un diététicien. Je recommande cela aussi. Merci. Quels aliments en particulier peuvent aider à réduire la diarrhée? Oui, ça c'est une bonne question aussi. Si vous n'êtes pas sur bas en résidus faibles en gras, on encourage les fibres solubles. Ça, c'est les psyllium, dans le flax. La raison que je l'encourage encore, c'est son rôle, c'est de se mélanger avec l'eau pour aider à créer une selle formée qui va passer au travers le système plus lentement. Et ça, c'est un point de départ que je crois qui est vraiment intéressant. Nous savons que les fibres solubles, on dit, si vous pouvez le tolérer, c'est bon pour la santé de toute façon, même si vous ne trouvez pas de grandes différences dans vos symptômes. Par contre, il y a d'autres nourritures qu'on appelle des nourritures qui viennent lier ensemble ou réduire la fréquence ou d'osmie. Bon, les nourritures comme le riz, les patates, les pâtes, le pain et d'autres protéines, le poulet, le fromage, le yogourt, ça serait commun qui viennent lier, qui viennent ralentir le transport de nourriture au travers du système. La santé nutritionnelle change-t-elle pendant une maladie active par rapport à une poussée? Oui, s'il y a plusieurs choses qui arrivent, si on ne se sent pas bien ou qu'on n'a pas une bonne entrée, peut-être plus bas en entrée de différents nutriments, on peut avoir des plus grandes pertes. Si on va aux toilettes plus souvent, on a des pertes de sang, perte des fluides, des électrolytes et des nutriments. Et durant une inflammation, on dit faites du mieux que vous pouvez pour maintenir et de prendre une nourriture que vous pouvez tolérer et d'être guidé par quelqu'un en autour d'augmenter les variétés autant que possible, utilisant des suppléments au besoin parce qu'ils sont rapides et faciles, ils sont bien équilibrés. Et donc, ça peut être une bonne façon si vous n'avez pas beaucoup d'appétit. Et nous savons que durant la rémission, on a tendance de manger un peu mieux, d'absorber mieux de ces nourritures. Donc, généralement, pour avoir un peu plus de nutriments durant la rémission. OK. Existe-t-il des recommandations diététiques pour les personnes atteintes de sténose ou post-opératoire et en convalescence? Oui, bonne question aussi. Donc, absolument, lorsque la diète faible en fibres, donc une diète faible en fibres, suivre les renseignements du spécialiste, mais à peu près 10 grammes de fibres
Et donc, on met le focus un peu sur les grains et les glucides, peut-être les produits blancs. On regarde les protéines faibles en gras, le poulet, le bœuf, le poisson, les œufs, les yogourts, sont toutes des bonnes sources de nutriments qui sont bas en fibres. Les jus, qui est essentiellement que vous allez avoir les vitamines, les minéraux, de les fruits, les légumes, moins les fibres. Encore une fois, les gras sains, les huiles, le poisson, de s'assurer qu'on a ses oméga 3 sans les fibres. Et ça, ce serait la meilleure recommandation que j'ai pour la diète faible. Vous devez vérifier avec le spécialiste pour savoir la longueur. Quand vous êtes en post-opératoire, en convalescence, ça peut être quelques semaines et de graduellement rajouter du fibre pour la structure. Ça peut être que si vous êtes enflammé, le temps que l'inflammation diminue et vous pourrez tolérer plus de fibres ou possiblement que vous avez une opération et c'est de suivre la diète faible en fibres jusqu'à ce que l'opération soit faite. Merci, Robert. Avez-vous des recommandations pour l'utilisation de vitamines ou de suppléments chez les personnes atteintes de sténose ou de syndrome de l'intestin court pour aider une faible absorption des nutriments provenant d'aliments solides et de boissons? Bon, absolument. Pas nécessairement vous suivez une diète bas en fibres, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour ça, mais on espère encore que c'est à court terme pour qu'éventuellement nous puissions tranquillement augmenter la fibre. On ne peut pas nécessairement avoir cela si on suit un régime faible en fibres. Bon, si on peut tolérer les jus, les fruits ou tout autre supplément et des vitamines, il y en a qui ont des fibres aussi qui peuvent être tolérées un peu mieux. Et donc, je ferai l'utilité de ça pour le syndrome de l'intestin court. On peut avoir besoin de suppléments. C'est plus individuel, basé sur le domaine de votre intestin et combien a été enlevé. Donc, pour vérifier avec votre spécialiste, encore une fois, le potentiel d'utiliser le nutriment liquide si vous trouvez que vous avez des difficultés d'avoir assez de la nourriture et de d'autres boissons. La nutrition liquide peut venir aider votre consommation de nourriture. Semblable ici un peu. Des régimes alimentaires spécifiques sont-ils recommandés pour les personnes qui doivent consommer des aliments et des boissons faibles en teneur résidus en raison d'une sténose? Donc, bas en fibres, bas en résidus, encore regardez Chronocolite, ils ont des exemples de ces nourritures bas en résidus et en fibres, mais définitivement vérifier de voir si c'est quelque chose qui a besoin d'être suivi pour une certaine quantité de temps et de modifier les sources de fibres. Et encore 10 grammes, ça nous donne encore de l'espace, donc on peut tolérer des légumes bien cuits qui vont devenir un smoothie, mais basé sur l'historique santé, vérifier les recommandations d'un spécialiste avant de faire ça. Merci, Robert. Avez-vous des recommandations sur la façon de parler avec un spécialiste des MII ou d'un professionnel de la santé qui ne pense pas que le régime alimentaire soit associé au MII? Je sais que c'est un défi des fois lorsque vous êtes vraiment passionné d'un sujet et de façon potentielle que vous n'avez pas un preneur de soins qui a le temps de passer du temps avec vous, d'en discuter. Ou possiblement pas aussi intéressé dans ce domaine. Donc, ce que je peux dire, c'est que vous êtes vos meilleurs défenseurs et tous vos supports alentour de vous vont vous supporter aussi. Il faut les amener au rendez-vous pour essayer d'avoir vos questions et de continuer à aller au webinaire comme celle-ci, continuer à aller à l'information que Chronocolite
vont exposer ou connecter avec d'autres personnes avec le compte colite pour avoir les meilleures images de diète et sa relation au MII que vous pouvez avoir. Encore une fois, de façon potentielle, vous branchez avec une diététicienne qui peut passer ce temps avec vous pour parler au travers de ce qui vous intéresse et vos buts pour vous aider à guider au travers de cela. La prochaine question. Vous le savez, j'espère, mais comment puis-je accéder ou obtenir une référence à un diététiste autorisé? Oui, bonne question. Il y en a des diététistes qui travaillent de façon privée. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez les vérifier vous-même, les trouver, et c'est une référence par vous-même. Et des fois, vous pouvez utiliser les bienfaits pour couvrir les coûts. Donc, si vos parents ont ces bienfaits, vous pouvez mettre ça faire la visite. Et il y a des diététiciennes qui travaillent dans les centres communautaires ou dans les hôpitaux et leurs services sont gratuits et donc typiquement vous avez besoin d'avoir une référence de médecin pour cela et vous avez besoin de regarder les équipes communautaires, cliniques communautaires ou gastro-entérologistes pour une référence. Si vous voulez regarder une pratique privée, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller vers Diététiste Canada. Vous allez écrire où vous êtes, une liste de ceux-là va apparaître. Excellent. Les recommandations diététiques qui s'adressent-elles aux personnes souffrant d'alstomie ou de pochite? Bon, dépendant de vos symptômes uniques, avec une ostomie, surtout si on a une iléostomie ou peut-être une plus grande sortie, on veut assurer l'hydratation, le sodium, le potassium pour avoir une réhydratation. J-pouch ou pochette dépend de votre symptôme individuel. Si vous trouvez que vous avez des selles plus lousses, on va regarder ces nourritures qui viennent lier, qui viennent ralentir le mouvement des nourritures au travers de l'intestin. OK, on l'a vu dans le chat. Quelquefois, j'ai remarqué, mais c'est bon. La caféine est-elle peut-être être consommée sans danger chez les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite, mais ça peut être un déclencheur. La caféine, c'est un stimulant, donc ça peut causer des contractions des intestins et c'est quelque chose qu'on remarque. Ça peut déclencher les symptômes de sentir que tu dois aller aux toilettes ou perdre des selles qui sont déjà lousses. Ça peut aggraver la situation. Faites attention. Regardez la quantité que vous consommez, avec quoi vous la mélangez. Peut jouer un rôle dans la force, la faiblesse de votre café. Les individus pourraient essayer un café sans caféine pour voir si ça fait la différence pour diminuer les contractions. Donc, je dirais que notre santé générale est à l'entour de 2 tasses de café. C'est bon en général pour toute personne, mais ça dépend si ça déclenche des symptômes ou non. Merci. Je pense à mes propres consommations de thé. Bon, avez-vous des recommandations sur les formules à utiliser avec une sonde alimentaire, une nutrition entérale pour éviter des ballonnements et l'inconfort abdominaux? Donc, ça, c'est une très bonne question aussi. C'est quelque chose, encore, si vous avez une équipe qui veille sur votre santé, il faut leur demander parce qu'ils vont connaître leur gamme de produits pour vous donner des recommandations spécialistes. Il y a un produit nutrition entérale pour ceux qui sont le MI, Modulant, IPD, c'est ce que ça s'appelle, donc je regarderai ça. Il y a même d'autres formules pour la nutrition entérale, ou si vous avez encore les symptômes, ils vont regarder une autre formule encore plus simple. Donc, c'est ce que je regardais, c'est de demander à l'équipe de preneurs de soins pour voir la gamme et voir si c'est quelque chose que vous n'avez pas déjà essayé. Donc ici,
Pourquoi les personnes atteintes de MII ont-elles du mal à digérer les crudités, l'ail et l'oignon? Oui, définitivement, ça, c'est des déclencheurs, définitivement. Donc, les légumes qui sont riches en fibres insolubles, encore une fois, c'est cette fibre qui essentiellement crée le volume et qui augmente essentiellement la fréquence ou le volume de sel, la rapidité de comment elle passe au travers du système. Et donc, si vous avez déjà des selles lousses et fréquentes, avoir des fibres insolubles n'aidera pas. Ça va rendre la situation un peu plus difficile. De l'ail et les ongles, c'est un groupe FODMAP, donc fructane. Ce qu'on sait sur eux, c'est qu'encore mal absorbé, fermenté par les bactéries et qu'on crée ballonnement des gaz, flatulence. Et ça, c'est probablement ma meilleure suggestion, c'est que ça fait partie de ce groupe FODMAP et c'est quelque chose encore qui est un déclencheur vraiment fort. Je sais que certaines personnes avec qui j'ai travaillé vont suivre le FODMAP faible en FODMAP, utiliser des huiles qui goûtent l'ail ou de rajouter de l'ail dans la recette, dans l'huile, mais après ça, l'enlever. Donc, avoir le goût de l'ail sans avoir l'ail elle-même. Si vous aimez utiliser ces ingrédients pour donner du goût, je sais qu'ils sont populaires dans beaucoup de recettes. C'est bon, merci. Peut-être quelques-uns encore. Si ça, c'est correct, Robin. Y a-t-il certains aliments qui peuvent ralentir la digestion? Oui, encore, même idée que j'ai mentionné auparavant, les fibres solides mélangées avec de l'eau qui vont faire qu'ils vont se déplacer tranquillement dans le système et donc mettre le focus sur ces nourritures, les amidons, les légumes, le flax. On sait encore que ces nourritures faibles en le riz, les patates, les pâtes et les protéines faibles en gras, incluant des choses comme nos viandes, le poisson, le poulet. Encore une fois, ça aide à ralentir la rapidité de comment la nourriture est digérée. Et donc, ce serait ceux qui pourraient déplacer plus lentement au travers de notre intestin. Je vais prendre une question que nous avions dans le chat qui est pour les fistulas récurrentes. On voulait suggérer Dr. McCurdy's Gutsy Learning, sa présentation de le mois passé pour gérer les fistulas qui était vraiment excellent et vous pouvez le trouver sur notre site web Chronocolite Canada /GLS. Donc, vous pouvez vérifier pour cette réponse. Et donc, comme je disais, on avait tellement de questions, tous excellentes. Ça a vraiment été excellent, mais il nous manque de temps. Donc, j'aimerais remercier Robin encore de s'être joint encore à nous et d'avoir partagé l'expertise avec nous et notre auditoire. C'est vraiment important comme initiative et merci à l'auditoire d'avoir passé votre soirée avec nous. On l'apprécie énormément. Quand vous vous inscrivez pour le webinaire, il va y avoir un sondage qui va apparaître. Ça va prendre des secondes à remplir le sondage. S'il vous plaît, donnez-nous votre rétroaction. Nous les prenons vraiment sérieusement. Et c'est comme ça qu'on a continué à améliorer nos sessions et d'arriver avec des nouveaux sujets. Aussi, on veut remercier BG Communication qui ont offert de l'interprétation gratuite pour nous durant nos webinaires. Merci de faire cela, BG Communication, et on l'apprécie énormément. Donc, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment sociaux à Gutsy Canada. Si vous n'êtes pas déjà branché, nous suivre. C'est une bonne façon de resuivre nos mises à jour sur Chronocolite et toutes les grandes choses qui arrivent. Et c'est tout pour nous. Donc, on apprécie vraiment. Merci beaucoup, Robin, et bonne soirée à tout le monde. C'est tout pour nous. Merci tout le monde.